Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je te retrouve aujourd'hui pour te parler de cette notion de simple et de facile. Parfois on confond les deux. Pourtant, ce qui est simple ne veut pas dire que c'est facile. Et ce qui est facile à faire ne veut pas dire que c'est simple. On va détricoter tout ça, mais l'idée c'est d'apprendre à faire la distinction entre ces deux mots qu'on pourrait croire synonymes, alors que pour moi, ils ne le sont pas du tout. Alors je sais que j'ai une fâcheuse tendance à pinailler sur le sens des mots et à peut-être y mettre plus de sens qu'ils n'en ont, ou à peut-être porter attention de manière un peu exagérée aux mots. Mais les mots sont pour moi extrêmement importants et je pense vraiment que dans chaque mot, il y a une empreinte, un message énergétique, une connotation, quelque chose qui se véhicule avec le mot qui va être beaucoup moins palpable, beaucoup plus invisible. Dans ce qui est perceptible de manière très claire, très consciente, ça va être le son, le mot qui est prononcé. Mais au-delà de ça, un mot pour moi est chargé de plein d'autres choses, de son sens profond, mais aussi de l'énergie dans laquelle on le prononce, c'est-à-dire le ton sur lequel on l'emploie. Un mot gentil prononcé de manière péjorative va perdre de son sens littéral, mais aura plein d'autres sens. Si je dis... alors moi qui suis toujours en référence de film, je suis en train de penser au Père Noël est une ordure. Quand Thierry Lhermitte dit « Je n'aime pas dire du mal des gens, mais c'est vrai qu'elle est gentille ». Et là, dans ce cas-là, il le dit sur un ton gentil, mais c'est vraiment une critique, en fait. Oui, elle est gentille, ouais. Le mot en lui-même serait plutôt valorisant, plutôt positif. Mais là, la manière dont c'est dit, c'est possible de le rendre du coup dévalorisant, ou négatif, péjoratif même. Ça va dépendre vraiment de l'intention dans laquelle on prononce le mot. Donc pour moi, un mot, finalement, est toujours plus complexe que ce qu'il est. Parce qu'il n'est pas simplement un ensemble de lettres, c'est bien plus que ça. Bref, tout ça pour dire que je pinaille peut-être sur le sens des mots, mais je trouve que c'est important de remettre les choses à leur juste valeur, à leur juste grandeur, à leur juste échelle. Souvent, je dis ça aux gens que j'accompagne pendant les séances, j'ai l'impression d'être sur une table de mixage et d'ajuster les boutons, de remonter le volume de ce qui n'est pas assez entendu et peut-être de baisser le volume de quelque chose qui va avoir été mis très très fort, mais qui en réalité ne prend pas autant de place que ce qu'on peut avoir comme ressenti. Donc, ces histoires de mots entre simple et facile. Alors, c'est quoi la différence ? Quelque chose de simple, c'est quelque chose de pas compliqué. Quelque chose qu'on va comprendre de manière assez percutante, assez évidente, j'ose le dire. Encore que chacun, on va tous avoir notre degré, ou en tout cas notre, comme pour tout, notre curseur à nous qui va parler que de nous. Ce qui va être tout simple à comprendre pour quelqu'un peut s'avérer très compliqué pour quelqu'un d'autre. Donc encore une fois, c'est juste une manière de décrire, mais comme d'habitude, pas forcément de décrire ce qui est en train de se passer, mais plutôt de décrire ce qui est en train de se passer pour nous, et pas forcément ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on analyse, parle plus de nous que de ce dont on est en train de parler, du contexte, de la personne, etc. Je te ramène à l'épisode où je parle que le contexte est neutre. Enfin,
ça fait partie des choses que je répète, je pense, dans tous les épisodes, avec mes fameuses évidences, et le fait que ce n'est jamais une question d'avoir tort ou raison, voilà les trucs que je ne cesse de répéter. C'est vraiment mes 5 clés. Ça fait partie de mes 5 clés qui sont vraiment mon trousseau de base et des notions autour desquelles je tourne tout le temps. Donc je te remets, je t'invite à réécouter ou à écouter l'épisode qui parle des 5 clés. Je mettrai la référence en description si tu veux pouvoir le retrouver plus facilement. Bref, digression terminée. Quand c'est facile, ça veut dire que ça se fait sans anicroche, sans difficulté, qu'il y a quelque chose de fluide, qui ne demande pas d'effort en fait. Voilà, qui ne va pas demander d'effort. Quelque chose de facile, c'est quelque chose qui ne va pas nous demander d'effort. Qui va être assez naturel d'ailleurs en général. Quand on fait quelque chose naturellement, que ça ne demande pas d'effort, on trouve ça facile parce que ça se fait tout seul quasiment, ou c'est la sensation que ça nous donne. Et c'est là où, et j'en ai déjà parlé aussi, ça va être difficile de voir la valeur de ces choses-là qu'on fait facilement, parce que comme ça nous demande pas vraiment d'effort, on n'imagine pas que pour quelqu'un d'autre, ça puisse demander beaucoup d'efforts, par exemple. Et du coup, c'est pas si simple de voir la valeur de quelque chose qu'on va faire facilement. Quelque chose de simple n'est pas forcément facile à faire. Je vais donner un exemple. Un puzzle, le principe d'un puzzle, c'est simple. On accroche en fait des pièces ensemble et ça forme une image. L'image, on l'a au départ et on la reconstitue au fur et à mesure, pièce après pièce, on reconstitue le puzzle. C'est extrêmement simple comme principe. Il n'y a pas besoin de 1000 ans pour expliquer les règles du jeu, les règles d'un puzzle. Tu retournes les pièces, tu ouvres le sac, tu retournes les pièces, tu les assembles et ça fait une image. C'est tout simple. Si tu as un puzzle de 20 pièces, ça va te prendre à peu près 1 minute et ça n'aura rien de difficile. Par contre, si ton puzzle, c'est un puzzle de 5000 pièces d'une plage, avec des nuances de grains de sable, et pas beaucoup de détails qui se détachent, à part peut-être un coquillage posé là et un palmier posé ailleurs, tu vas avoir une étendue de jaune sable, avec quasiment aucun repère visuel, et des milliers de pièces. Je t'assure que le principe est toujours aussi simple. C'est toujours aussi simple. Il suffit d'assembler les pièces ensemble jusqu'à obtenir l'image finale. La simplicité de ce que représente le fait de faire un puzzle n'a absolument pas changé. En revanche, la difficulté de réaliser ce puzzle-là a considérablement augmenté. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, c'est beaucoup plus complexe. C'est simple, c'est très simple. Mais bordel, qu'est-ce que c'est pas facile ? J'espère que tu commences à sentir cette nuance-là qui existe entre simple et facile. Et bien souvent, dans les accompagnements, les principes, même mes 5 grandes clés, pour en refaire le tour rapidement, je vais les redire, ou les accords Toltec, ce sont des concepts qui sont extrêmement simples. Maintenant, quand il s'agit de les appliquer dans sa vie, c'est autre chose. Donc c'est en ça où ma manière de travailler va essayer d'amener un peu plus de facilité dans l'application des concepts qui sont, ma foi, assez simples, bien souvent. Bien souvent, c'est très simple. Les principes de développement personnel, de débordement personnel, comme j'aime bien dire, c'est super simple. Pour oser être soi-même, il suffit d'assumer les conséquences de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. C'est hyper simple. Ça n'a rien de compliqué comme principe. C'est super simple. Mais on le sait tous, quand il s'agit de l'appliquer, de rendre ça réel dans notre quotidien, de faire face et d'assumer les émotions qui nous traversent, la peur d'être, rejeté, incompris, critiqué, etc., va venir nous figer, va venir rendre laborieux la réalisation de ce principe qui est tout simple. Pour oser être soi-même, pour déborder pleinement qui on est, il suffit d'assumer qui on est, en toutes circonstances. C'est super simple. Mais c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Et c'est super important de comprendre ça, parce que sinon c'est un peu la porte ouverte à
Enfin, quand même, c'est hyper facile. C'est hyper simple, donc c'est hyper facile. Et du coup, je suis super nulle. Et voilà une nouvelle opportunité de venir se flageller et d'être son bourreau. Parce que qu'est-ce qu'on est dur avec soi-même, c'est un truc de dingue. J'ai vu passer hier un dessin qui disait « J'ai rêvé que j'étais aussi indulgente avec moi-même que je le suis avec les autres. » Et c'est à peu près ça. Hein. On est beaucoup plus indulgent et souple pour les autres que pour soi-même. Notre pire bourreau, c'est nous-mêmes. Hein, j'en suis convaincue. On se fait pas de cadeaux. Parce que y a un peu cette idée de comme on est avec soi-même 24 heures sur 24, on a à peu près l'historique, à peu près parce qu'on n'a pas une mémoire qui est capable de tout retenir dans les moindres détails. Encore que sur certaines personnes, c'est à se demander tellement ils ont une grosse mémoire. Mais on est la seule personne témoin, en fait, de tout ce qu'on a pu faire, de toutes nos petites erreurs, de tous nos manquements, de tous les endroits où on a raté, où on n'a pas été à la hauteur. Et puis parfois, c'est des moments où on n'a pas été à la hauteur par rapport à nos propres critères en plus. Alors que vu de l'extérieur, on était totalement à la hauteur, mais c'est pas forcément comme ça qu'on l'a perçu. Donc tout ça mélangé, tout ça accumulé, fait que voilà, on va être super dur et intransigeant avec soi-même. Donc, ne t'engouffre pas dans le c'est super simple, donc ça devrait être super facile, donc si j'y arrive pas, c'est que je suis nulle, parce que c'est pas vrai. Et à l'inverse, quand tu sens bien que émotionnellement, que dans le concret, si tu devais faire quelque chose différemment, te positionner différemment, te préparer à avoir une discussion, tu vois, une conversation un peu délicate et que t'y vas avec la boule au ventre parce que t'as un peu peur de ce qui pourrait en découler, etc. Ou que t'as hâte de parler d'un projet, mais t'as peur que tout le monde te dise que c'est nul et que ça s'écroule. Tous ces trucs-là, toutes ces émotions-là, quand t'es en train de patauger dedans, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est stressant, il y a plein de choses qui se passent. Et là, si tu penses que c'est aussi compliqué, que c'est laborieux et émotionnellement chargé, ça va venir rendre encore plus pénible le chemin, ou ça va rendre encore plus impressionnant la montagne qui se dresse devant toi. Pourquoi ? Parce que si tu vois pas à quel point le principe est tout simple, mais que c'est tout le reste, les émotions, tu vois, les appréhensions, etc., qui rendent la chose difficile à faire, finalement, ça ajoute, tu vois, ça fait monter le curseur plus haut que ce qu'il n'est. Et je ne suis pas en train de minimiser la difficulté de faire certains choix et de se positionner et d'avoir certaines discussions. Je minimise absolument pas ça. Hein. Par contre, le principe est super simple. Donc l'idée, et c'est en ça où je dis souvent que je suis une thérapeute des petits riens du quotidien, c'est que ce principe qui est tout simple, il est applicable à n'importe quelle situation de la vie, des plus insignifiantes à celles qui ont des conséquences les plus grandes dans une vie. Donc l'idée, c'est de pouvoir peut-être expérimenter ce principe simple dans un contexte relativement facile. En gros, entraîne-toi sur un puzzle de 20 pièces, rends-toi compte que c'est tout à fait possible, et que si tu as compris le principe du puzzle et que tu as réussi à faire un petit puzzle, et avec du temps, de la patience, de la persévérance, du courage, tu pourras faire le plus grand. Alors après, est-ce que tu auras envie ou pas ? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que tu vas t'ennuyer ou pas ? Pendant, ce sera un autre débat. Est-ce que tu t'épanouiras encore plus que ce que tu croyais en faisant ton puzzle ? On ne sait pas non plus. Donc on ne sait pas ce que ça va donner à l'avance. Mais si tu n'as jamais fait de puzzle et que tu essayes directement de faire un puzzle avec des milliers de pièces et pas beaucoup de nuances pour te repérer dans le dessin, il y a peu de chances que tu sentes ce que ça fait quand tu es content d'avoir fait un puzzle et que même tu puisses te dire que ce soit possible. Alors que si tu commences par un puzzle plus petit, avec moins de pièces, avec des dessins très reconnaissables, où du coup ça devient facile à assembler, là tu vas gagner en confiance de dire « Ah mais oui, ok, c'est tout simple, j'ai compris, puis en plus c'est facile. » C'est facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de
de complexité. Et puis finalement, ensuite de transposer ce principe qui est très simple dans un contexte de ta vie qui est plus complexe. Mais le principe, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Et ça, en fait, on dirait peut-être pas comme ça, mais ça vient rassurer, de dire je connais, je l'ai déjà expérimenté à plus petite échelle, mais je sais faire, je sais ce que ça fait, je sais qu'on peut arriver au bout, c'est juste que ça va demander peut-être plus de temps, d'avoir plus de temps devant soi, de s'autoriser à avoir besoin peut-être d'aide, de pas forcément le faire tout seul non plus, hein. Ça peut être aussi un moment de partage quand ça se complexifie. Mais l'idée, c'est d'arrêter de se dire « Oui, un puzzle, c'est tout simple, donc j'y arrive pas, je suis vraiment trop nulle », ni c'est tellement difficile que j'y arriverai jamais parce que c'est trop compliqué pour moi ». Non, c'est pas trop compliqué. C'est simple. Mais c'est difficile. Je vais beaucoup rabâcher dans cet épisode, je pense. Déjà que je rabâche beaucoup dans la vraie vie. Mais là, je vais tourner autour de ces notions, peut-être avec différents exemples, pour que tu puisses sentir pourquoi c'est si important de faire la différence entre les deux. Et pourquoi les petits pas sont toujours très importants. Et c'est pour ça que je reviens à mon idée de thérapie des petits riens du quotidien. Parce que les principes que j'explique sont des principes vraiment simples. Alors l'idée, c'est de les appliquer d'abord à des situations qui ne vont pas être trop bousculantes, où la conséquence de l'inconfort, de la mise en danger, entre guillemets, n'est pas trop énorme. On n'apprend pas, quand on est un enfant, tout petit enfant assis sur sa couche, là, et qu'on se lève pour marcher, on ne part pas dans l'idée de faire un marathon. On va d'abord mettre un pied devant l'autre, ce sera déjà pas mal. Même avant ça, on va juste déjà se tenir debout sans bouger ses pieds. Et ce sera déjà bien. Et c'est petit à petit qu'on peut, une fois qu'on est bien stable sur ses pieds, on peut commencer à lever un pied et à tester la stabilité sur une seule jambe. Donc ça, c'est pareil, ça va prendre un temps. Et puis finalement, on va acquérir parce qu'on va s'être entraîné. Et puis on va pouvoir essayer avec l'autre jambe, soulever l'autre pied et tester sa stabilité sur son autre jambe. Et moi qui fais du yoga, même à 40 ans, la stabilité sur les deux jambes n'est pas la même. Il y a toujours un côté où on est plus à l'aise pour faire un exercice. Quand on va être en appui sur la jambe droite, ça va être plus facile que quand on est sur la jambe gauche ou inversement. Et encore une fois, on voit bien que le degré de difficulté ou de facilité change. Mais par contre, c'est toujours aussi simple. La position de l'arbre, tu plies une jambe et tu poses ton pied à l'intérieur de la cuisse. Et l'autre jambe, elle est debout. Enfin, elle est droite, posée au sol. Et tes mains sont en l'air. C'est super simple. N'importe qui peut comprendre la position. Maintenant, est-ce que c'est facile ? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui, effectivement, pour qui ça va ne représenter aucune difficulté et qui vont même pas comprendre pourquoi il y a besoin de s'entraîner, pourquoi il y en a qui n'arrêtent pas de tomber, qui restent pas debout. Pourquoi certains arrivent à mettre la jambe tout en haut de leur pied, tout en haut de leur cuisse, quand d'autres peuvent à peine poser le pied à l'intérieur du genou, parce qu'il va y avoir, on n'a pas tous le même corps, on va être plus ou moins souple, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous fait les mêmes sports étant enfant, on n'a peut-être pas tous fait du sport tout court, étant enfant ou adolescent, donc on va pas avoir les mêmes muscles, ni la même nature de ligaments. Il y a des gens qui vont naturellement être plus souples que d'autres. Je sais que moi, depuis toute gamine et encore aujourd'hui, je me penche en avant les jambes tendues et je mets mes deux mains à plat par terre et ça ne me demande aucun effort. C'est hyper facile. Par contre, il y a d'autres postures, c'est de la science-fiction, quoi. Genre, le grand écart, non. Le grand écart, non, j'y arrive pas. Ça veut pas dire que c'est plus compliqué. C'est très simple, hein. Grand écart, une jambe devant, une jambe derrière ou les deux jambes de chaque côté, là. C'est hyper simple, le principe. Maintenant, c'est la réalisation qui va se corser. Et on n'a pas tous les mêmes prédispositions, on n'a pas tous les mêmes bases. Souvent, je dis ça, on n'a pas les mêmes logiciels de base. Celui qui a le logiciel souplesse installé, ça va lui poser moins de problématiques. La personne qui a plutôt le logiciel raideur va vraiment avoir du mal à aller toucher le sol avec ne serait-ce que le bout de ses doigts. Mais on parle toujours d'une posture toute simple. Poser ses mains par terre en ayant les jambes tendues. Voilà, c'est très simple. Et c'est en ça où il faut faire, je trouve quand même attention
aux mots qu'on utilise. Alors après, perdez pas de votre spontanéité non plus, hein. Mais quand il s'agit de... En fait, c'est important, pas au quotidien. Laissez-vous vivre et on s'en fout des mots qui sont employés. Sinon, je dirais pas autant de gros mots si les mots... voilà, si le fait de bien peser chaque mot qu'on dit, c'était faisable, je parlerais pas comme ça. Donc je dis pas que c'est un exemple à suivre non plus. C'est juste que ma nature est comme ça, j'arrête de lutter contre, je fais avec ce que je suis, avec cette diarrhée verbale, avec ce fait de trop parler, avec ce fait de dire des gros mots, etc. Mais ça n'empêche que les mots ont malgré tout un sens. Et quand on prend le temps de s'arrêter sur le sens des mots, ça nous aide à détricoter la plotte qu'on se fait dans le cerveau. Donc, si tu traverses une situation en ce moment qui te semble douloureuse, difficile, hors de ta portée, trop compliquée, essaye de raccrocher ça à un principe qui est super simple. Je vais te prendre l'exemple de l'accord Toltec ne fait pas de suppositions. C'est super simple. C'est vraiment super simple. Ne fais pas de suppositions. Quand il y a une situation, ne suppose pas ce qui a provoqué cette situation ou ce que ça va donner dans les 5 minutes ou dans les mois ou les semaines à venir. Ne fais pas de suppositions sur l'intention qu'avait peut-être la personne en disant telle ou telle phrase. Ne fais pas de suppositions. Le principe est super simple. Maintenant, quand une situation a révélé chez toi, a créé chez toi une émotion, il n'y a pas de recul finalement. On est juste pris dans son émotion. Et une émotion, je te le rappelle, ce n'est pas rationnel. Donc on ne peut pas mettre de la logique sur une émotion. C'est pour ça que c'est pas ridicule une émotion et qu'on ne peut pas se tromper quand on ressent une émotion. Si t'as peur, je sais pas, s'il y a un bruit qui te fait sursauter, tu te trompes pas. Si le bruit qui t'a fait sursauter ressemble à un bruit que tu as déjà entendu dans un moment dangereux ou extrêmement douloureux de ta vie, ta peur, ton sursaut, va engendrer une peur bien plus grande que quelqu'un qui est juste surpris par une porte qui claque. Mais je sais pas si tu as eu un accident de voiture et que ça a fait un bruit qui ressemble à une porte qui claque et que c'est le dernier bruit dont tu te rappelles et que tu es sorti de cet accident avec une jambe cassée. Et quand la porte claque, toi, ça te ramène à ça. Donc, tu vas avoir beaucoup plus peur que quelqu'un qui est juste surpris et qui sursaute parce qu'une porte a claqué et que c'était un bruit auquel il ne s'attendait pas. Mais c'est pas ridicule. Et tu t'es pas trompé d'avoir plus peur que l'autre. C'est juste que, encore une fois, tu vois bien que le claquement de porte en lui-même est neutre et que ce qui va provoquer chez chacun parle du parcours de chacun. Donc là, on est sur quelque chose où il n'y a pas plus d'enjeu que ça. Il y a un sursaut qui va faire monter le palpitant et chez une personne, le palpitant va mettre plus de temps à redescendre que chez l'autre parce que c'est pas le même vécu qui vient résonner. Mais c'est exactement pareil pour tant d'autres choses. Donc l'idée, c'est pas de se dire que de se dire que c'est ridicule, que ça n'a aucun sens et que franchement c'est quand même disproportionné. Oui, c'est sûrement disproportionné par rapport aux faits, mais le fait est neutre, donc en fait on s'en fout que ce soit disproportionné par rapport aux faits. En revanche, ça n'est jamais disproportionné par rapport à comment tu vis ça, toi, de l'intérieur. Et encore une fois, une même quantité d'informations peut prendre des formes bien différentes. Si tu prends 20 centilitres d'eau dans une casserole, que tu allumes le feu et que l'eau s'évapore tranquillement, il y a juste de l'eau qui va s'évaporer d'une casserole, il y aura un peu de buée au-dessus de la casserole sur la hotte ou sur le mur à côté de la casserole, et puis c'est tout, voilà. Et puis à un moment donné, la casserole est vide. Maintenant, si tu mets un couvercle, le couvercle va se soulever, va claquer, il y a une espèce de force qui va venir soulever le couvercle. Et si c'est une cocotte minute que tu refermes, on parle toujours de 20 centilitres d'eau, sauf que si la cocotte minute n'a pas de soupape pour éliminer la vapeur et la pression, c'est une véritable bombe. Ça va exploser, purement et simplement exploser. On parle toujours de 20 centilitres d'eau et de feu allumé dessous. Mais les conséquences ne vont pas être la même. Donc, parfois ça peut paraître disproportionné qu'il y ait une bombe émotionnelle qui explose, mais c'est disproportionné par rapport peut-être
au juste le fait d'avoir allumé du feu sous de l'eau. En revanche, vu la pression contenue, au moment où ça explose, c'est à la hauteur de la pression contenue. Et là, c'est pas disproportionné. Mais tout ça, c'est des choses qui sont du coup invisibles et qui n'ont aucun rapport avec le contexte. Et sur cet enjeu de ne pas faire de suppositions, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qui se joue pour l'autre pour qu'il en arrive à tel ou tel excès. Quelqu'un qui pète un plomb pour un truc qui, toi, te paraît insignifiant, ne fais pas de suppositions. Tu ne sais pas ce que la personne traverse. Il y a un exemple comme ça en PNL qui illustre super bien le fait de ne pas faire de suppositions et de ne pas prendre personnellement au passage. De toute façon, je trouve que c'est comme les 5 clés que j'utilise souvent. J'ai du mal à parler de l'une sans parler des autres. Les accords Toltec, c'est pareil. J'ai du mal à parler des uns sans parler des autres. Le fait de ne pas faire de suppositions permet aussi de ne pas trop prendre personnellement les choses. De ne pas imaginer que c'était dirigé contre soi. Mais de bien comprendre qu'il y a quelque chose chez l'autre qui est en train de se passer. Et l'exemple que j'avais lu dans un livre sur la PNL, c'était un petit food truck où 2 jeunes filles avaient créé leur food truck. C'était le début de leur activité et elles avaient créé un petit questionnaire de satisfaction avec aussi des suggestions d'amélioration, là un peu la boîte à suggestions, pour justement s'améliorer, voir ce qui plaisait moins, etc. Et donc elles proposaient à tous les clients, à chaque fois qu'ils prenaient quelque chose, de remplir ça. Et puis les gens étaient de bonne humeur, relativement de bonne humeur dans la file d'attente, jusqu'au moment où il y avait un monsieur qui lui était plus renfrogné, ne parlait pas, beaucoup plus fermé. Ça arrive à son tour. Elles prennent la commande. Il est très fermé, effectivement, mais elle lui demande quand même de remplir le questionnaire. Et en fait, il les envoie chier. Mais je m'en fous, votre truc, j'ai pas envie de répondre. Hein. Et donc, elles étaient toutes bouleversées en mode, putain, mais... on l'a quand même pas agressé. Est-ce qu'on méritait une réaction pareille Quel vieux con, en fait, c'est vraiment pas cool. Et en réalité, il se trouve que le monsieur était analphabète. Et que d'être mis au pied du mur face à quelque chose qu'il n'aurait pas su lire, ça l'a mis dans tous ses états. Sauf que en réalité, elles peuvent pas savoir ça. C'était pas contre elles, c'est lui qui était englué dans quelque chose qui est compliqué pour lui. Et qu'il n'arrive pas à assumer, parce qu'il aurait aussi pu tout simplement, parce qu'en fait c'est tout simple, j'ai commencé par ça. Comment on ose être pleinement soi-même ? On assume en fait. C'est hyper simple. C'est tout simple là. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse ce monsieur pour passer une meilleure journée, un meilleur moment à ce moment-là ? C'est assumer ce qu'il était. C'est hyper simple. Et de dire à ces jeunes filles, avec plaisir pour vous aider à vous améliorer et répondre à votre questionnaire, il se trouve que je ne sais ni lire ni écrire. Est-ce que vous pouvez me lire vos questions ? J'y réponds et puis vous notez les réponses pour moi. Elles auraient été hyper gentilles en disant on savait pas, mais bien sûr on va prendre le temps de faire ça, mais c'est pas trop difficile pour vous au quotidien, les gens sont quand même sympas avec vous, et hop, il y a une discussion, et finalement d'un seul coup la réalité est totalement différente. Mais qui a la clé, qui a la main en fait sur ce changement-là ? C'est le monsieur. Parce que les jeunes filles ne peuvent pas savoir ce qui se passe pour lui. Donc, si lui ne le dit pas, il n'y a pas la possibilité que ce soit accueilli. C'est aussi ça dont on a parlé avec Julien dans l'épisode précédent sur l'authenticité. Si on n'est pas soi-même, on ne peut pas être accueilli dans ce qu'on est. C'est hyper simple, c'est tout simple comme principe, tu vois bien. Mais au-delà de cette apparente simplicité dans le principe est vraiment tout simple, de réussir à assumer quelque chose qui nous fait honte ou où on sait que c'est difficile pour nous et qu'on va être on va pas être à notre avantage parce qu'on va avoir l'air nul, que les autres ils savent faire et que nous on sait pas faire, tous ces moments-là où finalement on a un peu honte et un peu peur de ce qui pourrait se passer si on était nous-mêmes, il suffit d'assumer pour que ça se passe mieux. Alors c'est pas une garantie, mais il suffit d'assumer pour que ça se passe mieux. Et en fait, c'est tout simple. Donc l'idée, garde ça en tête. Quelque chose de simple ne veut pas dire facile. Et quelque chose de facile, c'est pas forcément à envier non plus aux autres. Parce que parfois on se dit « Oh là là, mais pour moi ça c'est super compliqué, c'est super difficile. Et puis moi les autres, je vois bien que c'est facile pour eux. » Supposition. Déjà tu sais pas si c'est facile ou pas. Peut-être que quelqu'un qui me voit toucher le sol avec mes mains, avec mes jambes tendues, va se dire « Ah, elle a de la chance, c'est facile pour elle. » Alors, il se trouve que c'est réellement facile. J'ai jamais eu à
à faire aucun effort, ni à m'entraîner régulièrement pour systématiquement toucher le sol avec mes mains. Bon, c'est pas non plus un avantage de ouf dans la vie, ça me sert pas tous les jours. Mais voilà, c'est effectivement facile. Mais peut-être que ça aurait pu ne pas être si facile que ça. Peut-être que depuis gamine, je m'entraîne tous les soirs. On reparlait puisqu'on est dans cet exemple-là, je faisais de la gym quand j'étais gamine, et il y a un seul grand écart, parce que la souplesse, je l'ai pas dans ce sens-là. Je l'ai pour me plier en deux, mais pas pour m'écarteler. Et donc il y a 3 grands écarts possibles, avec la jambe droite devant, la jambe gauche devant, ou une jambe de chaque côté. Et je n'y arrivais pas, j'avais pas cette souplesse-là. Et ben, je me suis entraînée dans mon lit le soir, tous les jours, à faire un des 3 grands écarts. Et j'ai fini par l'avoir, ce putain de grand écart. Mais il a fallu que je m'entraîne tous les jours. Et aujourd'hui, bon, vu que j'ai arrêté de m'entraîner, je n'y arrive plus, mais malgré tout, j'arrive à descendre bien plus bas que les deux autres sens de grand écart. Pourquoi ? Parce que je ne les ai jamais travaillés. Mais quelqu'un qui me verrait faire un grand écart presque complet se dirait « Oh bah dis donc, c'est facile, t'as de la chance. » Ah bah non, là c'était pas facile, là j'avais travaillé pour ça. Donc ne faites pas de suppositions en vous comparant dans une apparente facilité chez les autres, parce que parfois c'est peut-être le résultat de beaucoup de travail. Et quand c'est vraiment facile pour vous, et que ça ne demande pas d'effort particulier, apprenez à voir la valeur que ça a. Parce que c'est pas parce que ça ne demande pas d'effort que ça n'a pas une grande valeur. Et n'oubliez pas que le principe est bien souvent très simple, et que l'idée pour réussir à appliquer ce principe dans des situations qui sont chargées émotionnellement ou éprouvantes ou difficiles, de t'entraîner sur ce même principe tout simple, mais sur des choses plus accessibles. Commence toujours par le puzzle de 20 pièces. Je vais te laisser sur cette image de puzzle. J'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram. Si tu penses que cet épisode peut servir à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager. Je te souhaite une belle journée, après-midi, soirée, selon quelle heure il est pour toi au moment où tu écoutes ça. Et je te dis à très bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.